Annabelle, vous êtes synergologue, vous travaillez avec ABC Solutions Développement et on regarde aujourd'hui le milieu policier, le milieu de la sécurité. On a déjà fait grand état, je pense, du bien fondé de la connaissance du non-verbal lorsqu'on fait une enquête, lorsqu'on est à interroger une victime ou un coupable potentiel. Mais est-ce qu'il y a d'autres avenues pour ces corps de métier-là où c'est vraiment utile la synergologie? Bien, en fait, on a plusieurs policiers et agents de sécurité qui sont aujourd'hui synergologues, qui ont fait différents rapports de recherche. Il y en a un, entre autres, qui l'a fait sur les transactions de stupéfiants et qui a vérifié si on peut déceler qui est la personne qui fait un achat et qui est la personne qui, évidemment, fait la vente en fonction du non-verbal. Parce qu'évidemment, on s'entend, là, ils essayent de camoufler leur geste le plus possible, même s'ils le font au grand jour sur la rue Sainte-Catherine, là. Donc, on a des items de précurseurs qui indiquent que la personne vérifie si elle n'est pas surveillée, si elle n'est pas en danger, et les items précurseurs de quelqu'un qui a besoin de faire un achat rapidement. On a d'autres policiers qui ont travaillé plus pour identifier si la personne porte une arme. Parce qu'évidemment, les policiers, eux autres, c'est facile. Ou ils portent l'arme à la ceinture, ou ils le portent caché contre les côtes. Mais les gens qui font partie d'un gang de rue, leur arme, il n'y a pas d'étui comme tel. Donc, l'arme, elle est cachée dans les pantalons. Et il y a une chemise, généralement par-dessus, ou un chandail, un kangourou. Et là, les policiers, ce qu'ils ont essayé de voir, c'est en regardant la démarche, est-ce qu'on peut identifier si la personne porte une arme ou pas? Okay. Ce qui est évidemment très utile, non seulement dans la rue quand ils font des interventions, mais même à l'aéroport, entre autres, dans les lieux publics, dans les cas d'attentats terroristes. Quand on a quelqu'un qui vient tirer dans une école, est-ce qu'il est seul? Est-ce qu'il est accompagné? Donc, il y a plein de situations comme ça où ça devient très intéressant. Ce qu'on a regardé aussi, ce sont les items précurseurs d'agression. Donc, quand on regarde des vidéos de surveillance de bar, entre autres, comment on peut déceler qu'il va y avoir une bagarre qui va se déclencher? Okay. Comment on peut intervenir? Ça, j'imagine, c'est dans le regard, C'est dans le regard, c'est beaucoup dans les poings. J'ai un policier qui me racontait que souvent, juste avant de se battre, les gens ont tendance à pomper leurs poings. Donc, ils ferment et ils ouvrent leurs poings pour amener plus de sang au niveau des doigts parce qu'ils sont habitués de se battre et ils savent qu'à ce moment-là, la réaction va être beaucoup plus rapide. Ce qu'on va remarquer aussi, c'est une réaction au niveau des yeux. Évidemment, on va avoir à ce moment-là un affaissement des paupières inférieures qui témoigne d'une colère intense. On va avoir beaucoup de contractions au niveau du cou. On va avoir un torse qui va devenir très proéminent. Pensez un peu à des gorilles qui se tapent sur le torse, là. Donc, on va avoir quelque chose parce qu'évidemment, les gens veulent protéger leur territoire ou prendre le plus d'espace possible. Et chez les gens qui sont prêts à se battre, on va avoir ce qu'on appelle l'expégo, donc le corps qui prend le plus d'espace possible. Donc, la personne se met à gesticuler, fait des grands mouvements, se tient droit, a les pieds plus larges. Donc, elle se prépare à prendre toute la place dans l'environnement. Donc, les items précurseurs d'agression, ça devient évidemment très utile. Les items précurseurs de vol, dans un dépanneur, dans une épicerie, dans un commerce au détail, qu'est-ce qu'on peut observer dans la démarche, dans la façon de se comporter de quelqu'un qui nous permet d'identifier que cette personne-là est sur le point de commettre un vol ou qu'elle vient d'en commettre un? Parce qu'évidemment, les gens qui sont sur le point de commettre un vol essaient d'avoir l'air normal. Ils essaient de se fondre dans la masse et on va les voir tourner autour d'un article, ils vont regarder, puis il y en a un autre qui, lui, sert à faire diversion. OK. À la caisse. À la caisse, exactement. Je discutais avec des employés d'une succursale de la SAQ, puis en regardant la succursale, je me disais, mon Dieu, comment est-ce qu'ils font pour surveiller les bouteilles? Parce que juste dans la configuration du commerce, je me disais, c'est trop facile, ça se prête à... Et malgré les caméras de surveillance, les employés me disaient, en effet, souvent, ils rentrent en gang et il y en a un qui s'arrange pour venir faire un achat qui est compliqué, qui est difficile ou qui pose des questions pour être sûr de bien occuper un autre employé pendant qu'il y en a un autre qui est en train de se servir dans un manteau. Mais si vous le savez, comment se fait-il que ceux qui configurent le magasin n'adaptent pas cela? Parce que c'est pas fait pour ça. C'est fait au niveau d'avoir le plus d'espace possible pour les bouteilles. Mais c'est sûr que nous, le travail qu'on fait, c'est d'éduquer le plus possible les employés pour que quand ils sentent qu'il y a quelque chose qui va pas, s'il y a un employé qui est dans l'entrepôt, de l'amener sur le plancher rapidement. À ce moment-là, on vient de diminuer les risques. Puis généralement,
Les mêmes personnes qui commettent les vols reviennent souvent dans les mêmes types d'heures, avec le même genre de personnes. Donc, il y a une routine qui s'est établie. Donc, c'est ça aussi qu'il faut réussir à déceler. Est-ce qu'il est permis de penser qu'on peut, comme commis, savoir si la personne est sérieuse ou non lorsqu'elle dit j'ai une arme ou lorsqu'elle dit bon, je veux la caisse, versus un qui va... Oui, il tente de jouer les gros bras et tout, mais à la première occasion, il va se pousser, puis finalement, c'est un petit voleur. Bien, en fait, le non-verbal n'est pas le même pour un petit voleur que pour quelqu'un qui est assuré, qui est habitué de le faire. Le petit voleur est beaucoup plus nerveux. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que son stress est tellement élevé qu'il y a de la difficulté à gérer ses émotions. Et si on n'obtère pas, il va avoir des réactions particulières. Et dans certaines vidéos, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, il a sauté par-dessus le comptoir, puis il s'est mis à tabasser le caissier. Donc ça aussi, il faut y faire très attention, même s'il n'est pas armé. Souvent, dans les premiers vols, ils sont intoxiqués. Donc, c'est sûr que s'il a pris de la cocaïne avant de venir faire son vol, on n'a pas affaire à quelqu'un qui a une pensée rationnelle, logique, que l'on peut calmer. Il faut intervenir. Mais si le commis voit que la personne a un comportement suspect, si elle le décèle rapidement, elle peut faire un appel 911 rapidement. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir avoir des policiers qui vont arriver sur place dans un délai raisonnable. Mais il faut encore qu'elle ait décelé que la personne avait un comportement étrange. Et de le faire presque en catimini, cet appel-là. Là. Oui. C'est ce qui n'est pas toujours évident. Je veux dire, tu es occupé, tu es à la caisse, le téléphone est juste à côté de toi. Tu fais 911 versus composé de 10 chiffres. C'est assez évident que le gars vient de faire 3 chiffres. Oui, puis il y a certains dépanneurs que je me souviens d'avoir vu où il y avait carrément le numéro du poste comme tel. Puis dans certains cas, ils ont évidemment le bouton panique s'ils en ont besoin. Là. Ouais. Est-ce que les services de police sont vraiment réceptifs à ce genre d'appel-là? Tu sais, parce qu'on sait qu'ils ont beaucoup d'appels, puis c'est pas rare que des gens vont témoigner, tu sais, il est arrivé un petit quelque chose, donc il y a vraiment eu une situation. Puis malgré tout, il y a des délais où la police va juger que c'est pas prioritaire parce qu'il y a d'autres choses. Fait que juste un appel préventif, j'ai l'impression que quelqu'un s'apprête à faire quelque chose. Est-ce qu'ils vont vraiment répondre? Ça dépend de la période. Là où on a le plus d'appels chez les policiers, c'est évidemment en soirée. Donc, entre 6 h et 3 h du matin, généralement même avant minuit, mais c'est les périodes où on a le plus d'appels. Donc, c'est sûr que si quelqu'un dans un dépanneur observe un comportement suspect dans ces heures-là, il y a moins de chances d'avoir de l'aide parce qu'ils sont déjà débordés. Oui, c'est ça. Alors que si le comportement suspect, il le voit à 2 h de l'après-midi, il y a plus de chances d'avoir une réponse. Ça dépend de la disponibilité des policiers, évidemment. Mais s'il y a déjà eu un vol dans le dépanneur et que là, on remarque un comportement encore suspect, généralement, les policiers vont intervenir assez rapidement. Le non-verbal du coupable versus le non-verbal de l'innocent. Oui. En fait, on a plusieurs policiers synergologues qui ont travaillé là-dessus. Il y en a qui ont regardé pendant l'interrogatoire, est-ce qu'on voit une différence dans le non-verbal du coupable et du non-coupable? Et pendant l'interrogatoire, c'est sûr que l'enquêteur va poser beaucoup de questions, mais il y a un gros bout de l'interrogatoire qui sert à mettre la personne en confiance, à le faire parler de plein de choses pour qu'il se détende, pour qu'il arrive à se sentir à l'aise, pour qu'il pense qu'il maîtrise la situation quand c'est un coupable, jusqu'à ce que l'enquêteur arrive avec une question clé. Par exemple, il y a eu un vol qui a été commis dans un dépanneur et on sait que le voleur s'est sauvé dans le métro. Et là, le policier, on va poser plein de questions. Puis à un moment donné, il va arriver en disant « Si j'ai bien compris, si c'est pas toi qui as commis le vol, on ne devrait pas te voir sur les caméras de surveillance de tel métro à telle heure. » Et généralement, si la personne a commis le vol et elle a pris le métro à cette heure-là, puis tout le monde sait qu'il y a plein de caméras dans le métro, à ce moment-là, il va y avoir un instant de panique. Et là, ce sont justement les items de panique qu'on va remarquer chez le coupable, qu'on ne verra pas chez le non-coupable. Le non-coupable, il va dire « Ben non, vous ne me verrez pas, je n'étais pas là. » Alors que le coupable, lui, il sait qu'il était là. Sauf, Annabelle, que si ça fait 3 fois qu'on me repose la question, le non-coupable va peut-être rougir autant que le coupable, mais d'exaspération. Bien, c'est pour ça que quand on monte un interrogatoire, c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de faits qui vont être donnés au début, mais on va avoir beaucoup de questions, mais des questions banales, pour se créer une base de référence.
Donc, ils vont poser des questions sur qu'est-ce que vous faites comme travail, est-ce que vous avez un conjoint, est-ce que vous avez des enfants. Ils vont poser plein de questions, mais ils n'aborderont pas encore ce qu'ils gardent en réserve comme étant ce qu'ils appellent la question clé. Oui, la carte là, la dans sa carte manche. maîtresse. Ouais. Cette question-là, ils vont la garder seulement à la fin, puis ils vont tellement mettre en confiance la personne que quand cette question-là arrive, la différence entre le coupable et le non-coupable est beaucoup plus évidente. Mais ce qu'on a regardé aussi en synergologie, c'est quand les enquêteurs posent énormément de questions, à un moment donné, il y a un petit instant où ils vont laisser le suspect seul dans la pièce. Ah. Oui, Et c'est là, vrai, on voulait... voit ça parfois, oui. Voilà. Et c'est là qu'il y a des policiers qui ont vérifié si le non-verbal d'un coupable et le non-verbal d'un non-coupable étaient le même quand ils sont laissés seuls à eux-mêmes. Parce que c'est sûr que là, le hamster se fait aller dans la tête. Oui, là. j'imagine. Puis, il faut se rappeler que chez les non-coupables, on a des non-coupables qui sont, en fait, au courant de la situation parce qu'ils connaissent la personne qui a commis le délit. On va avoir des non-coupables qui ont commis d'autres crimes, qui ne veulent pas se faire avoir pour d'autres crimes, mais ils n'ont pas commis celui pour lequel ils sont accusés actuellement. Puis on a des gens qui n'ont rien à voir dans l'histoire. Donc là, on a un non-verbal qui peut varier beaucoup. Mais ce qu'on a observé, c'est que chez les coupables, que ce soit pendant la partie d'interrogatoire, pendant la question clé ou quand ils sont seuls, chez les coupables, un des faits qui arrive beaucoup, c'est que le coupable a tendance à boire beaucoup plus d'eau. Ah! Le stress fait arrêter les glandes salivaires. C'est pourquoi vous nous disiez la semaine dernière, il y avait une autre Le raison malaise. pourquoi on buvait. Exactement, la goutte de malaise. OK, le malaise. Mais en interrogatoire, vous offrez une bouteille d'eau, un verre d'eau au suspect, il va boire beaucoup plus que le non-coupable. C'est un truc, ça. Dans les autres choses qu'on a remarquées, c'est ce qu'on appelle la position fétale. Donc, le coupable, qu'à un moment donné, quand il se rend compte qu'il n'arrivera pas à s'en sortir puis qu'il ne trouve plus de porte de sortie, il se replie. Il va même aller, quand il est seul, jusqu'à se pencher totalement sur ses jambes. OK. Il va carrément... Il y en a qui vont s'évacher sur la table. Il y en a qui vont se pencher vers l'avant et qui vont aller agripper leurs jambes. C'est vraiment une position très fétale, une position de protection que l'on ne retrouve que chez les coupables. Donc, il faut jouer la comédie, même quand on est seul. Oui. Martin, vous pouvez peut-être prendre contact avec Sylvie. J'aimerais ça poser encore une question à Annabelle, donc on va laisser faire les sœurs McGarrigle et leurs enfants. Est-ce que, Annabelle, la personne qui est victime, mais souvent on entend parler de victimes de viol qui ne sentent pas qu'elles sont crues. Oui. Là, le non-verbal doit être assez confus. Oui. Et ce qui est difficile, pour avoir vu des policiers travailler régulièrement, là, je me souviens d'un cas il y a quelques années où c'était complètement aberrant. On a un concierge dans une école qui se dit victime de plusieurs femmes qui sont exhibitionnistes. Le monsieur, on est en pleine activité. Il y a plein de gens dans les vestiaires et il y a un bris dans le vestiaire des femmes. Alors lui, il cogne puis il rentre. Ben oui. Évidemment, les femmes sont toutes en train de se changer. Hein? Et là, il y a plusieurs femmes qui sont venues nous dire, c'est parce que là, il est cogné puis il est rentré, on n'a même pas eu le temps de se couvrir, c'est pas très apprécié. Alors, le monsieur a contre-attaqué en disant que c'était les femmes qui étaient exhibitionnistes et qui venaient porter plainte. Et ça a bien donné parce que dans notre groupe, il y avait un policier, un enquêteur, qui évidemment a pris en charge la situation et qui s'est mis à faire parler le monsieur comme s'il le croyait. Comme s'il embarquait dans l'histoire, comme si c'était vrai que les dames étaient très exhibitionnistes. Et à ce moment-là, le monsieur, évidemment, il s'est mis à donner énormément de détails jusqu'à dire finalement qu'il s'est séparé de sa conjointe la veille, c'est elle qui l'a mis dehors. Donc là, on sait qu'il y a un problème avec les femmes en général. Et il s'est mis à donner plein d'autres détails, et ce qui nous a permis de voir que finalement, il est rentré trop vite. Mais après, il a rencontré les plaignantes. Et évidemment, il ne peut pas donner l'impression aux filles qui ont raison. Lui, ce qu'il veut, c'est juste juste accumuler les faits. Donc, il les a fait parler beaucoup, mais de façon très neutre, sans donner l'impression qu'il les croyait, sans embarquer dans l'histoire, juste recueillir les faits, parce qu'on avait un risque de contamination collective. Les 3 filles étaient ensemble. Et évidemment, s'il y en a une qui devient trop émotive, les 2 autres embarquent dans l'émotion. Puis à ce moment-là, on vient d'avoir une belle contamination. Donc, les faits sont changés. Donc, on les isole et on évite d'embarquer dans trop d'émotions parce qu'on veut se limiter aux faits. Parce que quand on embarque dans l'émotion, là, les souvenirs peuvent être modifiés aussi. Intéressant.